Jamais dans ma vie une conclusion ne m'a tant marqué. En règle générale, je n'aime même pas les conclusions. Mais après avoir terminé ma lecture de l'ère des cristaux, j'ai précisément écrit ces mots. J'ai terminé ma lecture de Hoseki no Kuni. Les 30 derniers chapitres m'ont mise dans un état assez lamentable de tétanie particulièrement désagréable. Mais ce n'est pas une mauvaise chose, bien au contraire. C'est une preuve de réussite. Cette œuvre d'art et de réflexion que je qualifiais cet après-midi encore de très bien m'a complètement bouleversé. Quand le dernier chapitre arriva à sa dernière page, je me suis mis à fixer le plafond de ma chambre et à pleurer des larmes froides pendant de longues minutes, incapable de bouger ou de parler. Une réflexion en tête. Je ne veux pas vivre après que Faust soit devenu Dieu. Cela me terrifierait. Je voudrais donc remercier Haruko Ichikawa pour ce moment de solitude bienvenu et bienveillant qu'elle m'a offert. Hoseki no Kuni est à ce jour le manga dont la conclusion m'a le plus déchiré, mais encore une fois de façon positive, puisque m'ayant élevé l'âme à un niveau de réflexion tout à fait dérangeant, mais extrêmement beau dans la douleur qui en émane. Pour comprendre ce qui m'a tant marqué dans cette œuvre, peut-être faut-il déjà que je vous la présente. Hoseki no Kuni est un manga au style simple et au graphisme moyen mais touchant. Pour de multiples raisons, il est classé comme seinen par ses éditeurs, c'est-à-dire qu'il est destiné à un public adulte. Cela se ressent presque partout dans l'ouvrage. Une mélancolie qui prend à la gorge, une morale complexe tant à comprendre qu'à décrire, mais surtout le fait que la mangaka fasse entrer le lecteur dans son œuvre, qu'elle lui offre ce manga sur un plateau d'argent, sans pourtant le contenter, sans autant de choses qui en font une œuvre magnifique, mais aussi inaccessible aux innocents que sont les enfants. Leur petite tête et leur grand sourire resteraient probablement insensibles au monde où des cristaux semblent se battre perpétuellement contre des êtres muets venus de la Lune. Ils ne suivraient pas la logique du développement et de l'achèvement de Phosphophyllite. Le petit cristal vert, faiblard, altruiste et travailleur. Du moins, ils ne devraient pas le comprendre. Et je plains du fond du cœur ceux qui y arrivent, voire pire, se voient en lui comme dans un miroir. Dans un monde heureux, personne ne comprendrait le propos d'Haruko Ichikawa, pas même les adultes. Pour mieux comprendre, laissez-moi vous conter le commencement de ce manga et son univers. Il y a fort longtemps, vivaient sur cette terre des êtres appelés humains. Ils étaient complexes, parfois bons, parfois méchants, parfois aucun des deux. Cette complexité finit par les détruire, métaphoriquement ou physiquement, peu importe. La terre n'en existe pas moins. Et c'est bien le plus essentiel. La terre n'a pas besoin des humains, mais les humains avaient besoin d'elle. D'une certaine manière, ils en ont toujours besoin, car même s'ils ne sont plus existants en tant que tels, ils se sont symboliquement divisés en 3 parties. La chair donna les admirabilis, les os devinrent les cristaux, et les âmes se changèrent en séléniens. Tome 7, page 160. Bénédiction ou malédiction, je vous laisse choisir, après votre lecture bien sûr. Ainsi, ces 3 espèces, séléniens, cristaux et admirabilis, sont les 3 espèces dominantes, une sur la Lune, 2 sur Terre. Les admirabilis, des espèces de mollusques assez beaux, qui vivent dans l'océan. Les cristaux vivant sur la Terre, qui sont des gemmes à forme humaine, comme vous pouvez le voir sur l'avatar que j'ai créé. Et les séléniens, des êtres aux couleurs pâles, qui viennent attaquer les cristaux depuis leur planète, la Lune. Est-ce là le bien ou le mal? Est-ce qu'il y a de la nuance à faire? Peu importe, de toute manière, la notion de bien et de mal est si profondément enfouie dans cette œuvre que l'utiliser pour y définir quoi que ce soit serait sot. C'est d'ailleurs un paramètre obligatoire lorsque l'on a un protagoniste comme Phosphophyllite, un cristal fragile physiquement comme mentalement, mais téméraire et prêt à tout, parfois même trop, pour accomplir ce qui lui semble juste. Pour raconter comment il en est venu à devenir le personnage principal, disons ceci. Phos, comme nous l'appelons communément, est un cristal de dureté 3,5 sur 10 sur l'échelle de Mohs. Il est trouillard mais téméraire, il cherche sa place parmi les autres de toutes ses forces. Malheureusement, aucune tâche ne lui convient. Le maître des cristaux improvise alors, après avoir tout tenté, un travail dans la documentation, quelque chose d'assez flou. Le maître en question pensait ainsi faire ce qui était le mieux pour Phos. Une tragique erreur, puisque c'est cette tâche qui va amener ce dernier dans une soif de connaissance qui lui causera toutes ses aventures et mésaventures.
Comme le laisse penser la métaphore de l'humain séparé en trois, Hoseki no Kuni est construit sur le modèle du roman philosophique, de Voltaire ou Italo Calvino par exemple. Or, si vous avez lu ces auteurs, vous savez que vivre la vie d'un de leurs protagonistes n'est pas la chose la plus appréciable. Ce sont des gens confrontés à la souffrance alors qu'ils sont naïfs la plupart du temps. Faust n'y échappe pas du tout même. Et c'est d'ailleurs dans cette souffrance qu'il va faire la rencontre du personnage qui l'accompagnera dans son périple, du cristal qui est l'autre face de la pièce qu'il représente. Cinabre est un cristal de dureté 2/10, de couleur rouge. Il vit à l'écart des autres malheureusement, car il produit une matière corrosive que lui et ses camarades appellent poison. Il est seul comme Faust, il est fragile comme Faust, il est triste comme Faust. Plus important encore, il a un rôle unique, comme Faust. Il patrouille seul de nuit pour prévenir les attaques de Séléniens. Il déteste ce travail et subit grandement sa solitude forcée. Alors quand Faust vient à sa rencontre pour une patrouille à faire ensemble, pour sociabiliser, il est pris de peine pour Cinabre, en lequel il se projette finalement. Et d'un coup, sans que le cristal poison ne s'y attende, Faust lui promet de lui rechercher et de lui trouver un travail plus agréable qu'il apprécierait. Cinabre est choqué et ému. Enfin, il est surtout incrédule, très pessimiste. Et c'est là une des grandes différences qui fait la dualité, la polarisation entre Phosphophyllite et Cinabre. L'énergie positive de l'un repousse l'autre, apeuré par ce qu'il veut lui-même. En tout cas, au début de l'œuvre. Pour la suite de l'explication, nous ferons usage des informations conférées tout au long de l'œuvre et non simplement celles du début comme précédemment. Si donc vous ne voulez pas découvrir l'œuvre au travers de ma vidéo, si vous n'avez pas lu, pas vu, et que vous voulez découvrir l'œuvre en elle-même en la lisant, je vous demande de partir maintenant, c'est mieux pour vous. Reprenons donc sur l'évolution de Faust, qui en fait un personnage si complexe. Là où nombre de personnages principaux ont une excellente évolution mentale plus que physique, pour notre protagoniste, les deux se valent, et les deux vont de pair. Je vous raconte. Faust, dans sa maladresse et sa fragilité, va se retrouver tout au long de l'œuvre à perdre progressivement son corps, soit son moi physique. Or, Faust est un cristal. Il représente le corps, les os, donc son moi physique est son moi absolu, son seul et unique moi. Sa conscience ne passe qu'à travers son corps, et cela se remarque par une perte de mémoire à chaque perte de partie de son corps. Dans un premier temps, par exemple, il perd ses jambes dans l'océan. Grâce au roi des Admirabilis, qui lui voue un respect absolu, il se construit de nouvelles jambes en agate et en coquillage. Ces prothèses lui permettent de devenir plus fort, enfin, du moins plus rapide. Mais elles ne sont pas Phosphophyllite, elles sont agate et coquillage, physiquement parlant, mais aussi conséquemment, mentalement et consciemment parlant. Par la suite, Faust, pris d'insomnie pendant l'hibernation, sortira patrouiller avec un autre cristal, Antarcticite. Toujours aussi maladroit, notre héros se prendra les bras dans la glace de l'océan gelé et les perdra. Ils seront remplacés par un alliage d'or et de platine liquide qui augmentera encore sa force, mais diminuera son moi. Antarcticite, cherchera toujours à aider Faust. Dans toute sa sensibilité, il s'attachera à lui. Alors, lorsque les Séléniens les attaquent, Antar et Faust veulent se défendre l'un l'autre. En vain, Antar est emmené par les Séléniens. C'est un déclic, le petit Faust devient un cristal traumatisé. Il fait d'horribles cauchemars, devient aussi subitement impassible, toujours dans la rationalité. Cela en devient terrifiant au vu du personnage qu'il était avant. En pratique, ce qu'il se passe sont les choses suivantes. Il endosse seul le rôle de veilleur pendant l'hibernation. Il se coupe les cheveux pour ressembler à Antar et s'endurcit de telle sorte que ses congénères à leur réveil ont un énorme mal à le reconnaître. Encore une fois, il perd son moi, et c'est important. Nous avons évoqué en début de vidéo le personnage du maître Vajra.
ou Maître Congo, suivant les versions. Il semble être un cristal et serait logiquement le plus vieux d'entre eux. Cependant, le nouveau Phos doute. Il doute du maître, de son identité et de son lien avec les Séléniens. Par exemple, il s'étonne de la connaissance de Vajra sur ces derniers, ou encore sur le fait qu'il ait apprivoisé et nommé Shiro l'un d'entre eux, l'un de ces Séléniens, ou plutôt une version animale d'un espèce de chien. Nous, lecteurs, ne sommes pas inquiétés des inquiétudes de Phos qui nous semblent normales, ou du moins justifiées. Il nous semble que Phos a raison de s'inquiéter du maître. Ce n'est pas le cas des autres cristaux, qui ont une confiance qui relève de l'ordre du sacré envers leur maître. Et celui chez qui c'est le plus flagrant n'est autre que Cinabre, qui vient alors s'opposer dans son écriture à Phosphophilite. Phosphophilite, dont la confiance envers Vajra ne fait que baisser de chapitre en chapitre. Dans la suite de l'œuvre, Phos fait équipe avec de nombreux cristaux pour combattre les Séléniens, notamment Bort, le plus fort d'entre eux, et Fantôme, un personnage important mais que nous évoquerons le moins possible dans cette vidéo par souci de simplicité. Enfin, toujours est-il que Phos devient un combattant aguerri et talentueux. Simplement, les Séléniens deviennent de plus en plus inventifs pour les combats, et durant l'un de ces affrontements, notre héros voit son cou rompu par une flèche et sa tête emportée par les Séléniens. Son corps est alors rapatrié au quartier général des cristaux. C'est la panique. C'est un moment horrible à vivre. On risque encore une fois de perdre le petit cristal. Mais Morion, qui n'est autre que la deuxième personnalité de Fantôme, a une idée. Pourquoi ne pas utiliser leur seul atout pour sauver son camarade ? Quel atout, me direz-vous ? Un cristal dont les Séléniens n'ont pris que le corps et laissé la tête, lapis lazuli. Morion demande alors l'autorisation à Vajra de coller la tête de lapis lazuli sur le corps inerte de Phos. Après des hésitations, le maître accepte, mais une question se pose chez tous les cristaux. S'il se réveille, celui à qui on a collé la tête de lapis lazuli sera-t-il toujours Phos ? La question est légitime après toutes les modifications que son moi a subies. Et oui, les bras, les jambes, la tête enfin, est-ce qu'il reste encore la moitié de Phos ? Est-ce qu'il sera toujours lui ? Il leur faudra attendre une centaine d'années pour avoir la réponse. C'est au printemps que 102 ans après avoir perdu sa tête, Phos se réveille en trouvant sa tête lourde. Oui, les autres lui expliquent pourquoi il trouve sa tête lourde. Car il n'a plus la même tête. Lapis lazuli a les cheveux longs. La tête de Phos ne les avait pas. Il n'est pas le même cristal, lapis lazuli est de dureté 5. Enfin bref, voilà l'idée. La journée passe. Tout le monde est heureux de son retour. Puis la nuit arrive. Et Phos retrouve Lapis dans ses rêves, lequel lui explique qu'il enquêtait aussi sur le maître et qu'il va l'aider. Au bout d'un temps, le corps de Lapis se détache de sa tête et le rêve prend fin. En se réveillant, Phos dira qu'il voit clair. Les nuits suivantes, il verra en rêve les autres cristaux disparus. Phos, grand investigateur qu'il est, prend la décision d'aller sur la Lune pour mieux comprendre tout ce qui se passe dans son monde. Il en parle d'abord à Cinabre, qui tient à Phos et le conjure de renoncer. Le concerné feindra de n'avoir pas entendu. Il ira ensuite voir Morion, qui l'aidera à faire croire à tous qu'il se fait kidnapper par les Séléniens, alors que sa défaite est en réalité intentionnelle. Arrivé sur la Lune, il révèle alors à ses habitants qu'il est encore en capacité de bouger et qu'il n'a pas perdu le combat. Arrive alors le prince des Séléniens, Ekmea. Il prend Phos comme invité et entreprend de lui expliquer tout ce qu'il cherche à savoir. Voici donc les éléments les plus importants. Dans un premier temps, savoir ce qu'il advient des cristaux capturés une fois sur la Lune. Ekmea montre qu'ils sont broyés puis saupoudrés à la surface de la Lune. Pourquoi ? Pour que Vajra fasse son travail. Mais quel est donc ce travail, me direz-vous ? Prier. Voilà la réponse. En réalité, Vajra n'est pas un cristal. Il est une machine, un être factice créé par les humains pour prier pour eux. Cependant, il s'est enrayé et ne peut plus prier. Et c'est là que réside le but des Séléniens.
Ils veulent forcer Vajra à prier à nouveau. C'est pour cela qu'ils enlèvent ces chers cristaux et qu'ils les réduisent en poudre, qu'ils répandent à la surface de la lune. Alors, qu'apporteraient les prières de Vajra aux 3 espèces résidues de l'homme? Selon les Séléniens, cela apporterait le salut. En tout cas, le salut pour eux, Séléniens, qui représentent l'âme des hommes. Ils espèrent qu'en priant pour eux, ils les aideraient à disparaître, à atteindre le néant qu'ils n'avaient pas pu atteindre jusque-là, parce que eux pensent qu'ils n'auraient pas dû exister. Une cause à laquelle Phosphophyllite adhérera alors, bien que n'approuvant pas les méthodes utilisées. Il propose alors de les aider et de rallier les cristaux à leur idéal. Ekmea accepte de le ramener sur Terre à cet effet, tout en le surveillant par le biais du remplacement d'un des yeux de Phos par une sorte de caméra. Le plan de Phos est simple, convaincre le plus de cristaux possible de revenir sur la Lune avec lui pour que Vajra se sente trahi et que cela réactive ses mécanismes. Pour cela, il feindra d'avoir oublié ce qu'il s'est passé sur la Lune, mais d'en garder une bonne impression. Ainsi, un par un, il convaincra les cristaux de son entourage en leur faisant rêver de ce que la Lune peut leur offrir. Parmi tous ceux qu'il tente de convaincre, seul Cinabre refuse. Enfin, le matin du tant attendu départ, il force à demi Morion à venir. Sont donc au rendez-vous plusieurs cristaux, dont les plus importants sont Padparacha, un cristal dont le corps est incomplet et qui est envoyé sur la Lune par Rutil, celui qui prenait soin de lui pendant tout ce temps. Diamant, le plus solide, ou encore Morion, comme dit précédemment. Tout se passe comme prévu et les cristaux arrivent sur la Lune. S'ensuivent alors tout un arc et tout un développement où la frontière entre cristaux et séléniens s'efface. Les cristaux venus sur l'astre de la nuit sont heureux, à l'exception évidente de Phos qui se voit toujours dans l'obligation d'endosser le rôle de chef et de faire des sacrifices. Par exemple, se passe un moment où il doit faire le choix soit d'abandonner ses amis réduits en poussière, soit de tuer tous les admirabilis pour récupérer les morceaux de cristal qui constituent leur carapace, car en récupérant les morceaux de cristal, il pourrait essayer de reconstituer ses amis. A l'inverse, on assiste chez ses congénères venus avec lui à un bonheur quasi total, au point de par exemple en arriver à un mariage entre Morion et Ekmea. Dans le plan de Phos et Ekmea se dessine une idée de bataille pour toujours plus atteindre le maître Vajra. Les cristaux reviendront sur Terre pour se battre. Padparacha, Diamant et Phos partent donc. Padpa n'hésite pas à massacrer ses camarades terrestres par fidélité envers Phos qu'il considère comme son sauveur. Phos qui, quant à lui, affronte Bort et aussi Cinabre, ce qui le blesse profondément. Les cristaux de la Lune perdent le combat et sont rapatriés. Alors Phos veut tenter un ultime recours, partir seul sur Terre pour essayer de convaincre Vajra par les mots. Il se rend donc sur Terre, où il est mis hors d'état de nuire par Bort, puis emprisonné. Cela ne l'empêche pas de parler à Vajra, qui étonnamment accepte de prier, mais échoue malheureusement. Phos est alors mis en pièces et caché par les cristaux terrestres. Passe 220 ans. Lunaire et terrestre restent chacun entre eux de leur côté. Puis vient un hiver, au cours duquel Vajra reconstitue en partie Phos, lequel lui dit qu'il est à bout de force, qu'il n'en peut plus. Il hurle à Vajra de prier pour lui. Cela semble marcher, et peut-être même que les 3 peuples, et non seulement les Séléniens, seront envoyés au néant, ce qui est une bonne nouvelle. Malheureusement, les terrestres arrivent et décrochent un Phos devenu monstrueux du corps de Vajra, qui s'arrête de prier. Rutil s'apprête à détruire le plus possible Phos, quand tout à coup, Padpa arrive et se sacrifie pour que les Séléniens sauvent celui qu'ils voient comme son sauveur à lui. Cela marche, car Rutil tient énormément à Padpa et est distrait par son acte. Phos est reconstitué et légèrement manipulé mentalement sur ordre d'Akmea. Toutefois, il garde une forme tout à fait terrifiante. Il n'a plus qu'une idée en tête, détruire tous les cristaux terrestres par pure haine.
Bien que tous réticents, certains cristaux de lune acceptent de l'accompagner. Ecméa lui fournit aussi toute l'armée sélénienne. Sur Terre, ce sont de douloureuses retrouvailles. Diam et Borth s'entre-détruisent. Alexandrite fait des ravages. Phos devient un monstre qui ne cherche que la vengeance. Il en devient un être plus proche de l'humanité que quiconque. En fait, il devient un humain. Pour ce qui est de l'assaut, après que les cristaux se soient mutuellement détruits, il termine le travail en brisant les derniers cristaux intacts, jusqu'à arriver face au dernier rempart de Vajra, Cinabre. Phos tente violemment de le déstabiliser en l'injuriant, mais il reste impassible. Alors, les deux se battent, dans un combat époustouflant mais déchirant, aux valeurs rappelant les ressemblances mais les tensions aussi entre eux. Phos gagne de peu, et avant de perdre conscience, Cinabre le remercie de lui avoir permis d'être parmi les autres, et donc d'avoir tenu sa promesse, car la trahison de Phos avait permis l'intégration de Cinabre. On peut aussi noter que Phos est tellement réduit à un état pitoyable que les rares bribes de mémoire qui lui restent sont insuffisantes à une réflexion digne de ce nom. Sur le chemin pour trouver Vajra, la forme de Phos change et il se met à devenir humain, jusque dans sa forme physique. Enfin, après cela, il arrive devant Vajra, son maître, et lui demande de prier. Celui-ci dit qu'il ne peut. Alors Phos lui hurle ces mots. « Dans ce cas, casse-toi !» Ce à quoi la machine répond qu'elle attendait depuis longtemps un humain pour lui faire savoir que son travail était terminé. À partir de cet instant, Vajra avait transmis à Phos ses connaissances, mais aussi son rôle de prière. Ce dernier reçut donc comme mission de libérer les âmes des hommes, donc des Séléniens. Ce qui, selon Vajra, maintenant libéré de son devoir et transformé en Sélénien, prendrait environ 10 000 ans. Par ailleurs, c'est à peu près au même moment que fut mise au point la machine de transformation des cristaux en Séléniens. Pour une passation d'un moi physique accroché à l'existence, à un moi de simple psyché réductible au néant. Il en sera d'ailleurs fait de même avec les Admirabilis. De son côté, Phos voit les souvenirs de Vajra, et de sa créatrice aussi, le docteur Ayumu. Comme dans un rêve, il voit cela. Et à son réveil, il est devenu Dieu, 10 000 ans plus tard. Alors les trois espèces, devenues séléniennes, viennent vers Phos, ou plutôt vers Dieu, lequel leur dit qu'il a tout pouvoir sur eux, qu'il pourrait par exemple en faire ses esclaves, mais qu'il n'en fera rien, et qu'il leur accordera le salut qu'ils demandaient. Vajra et Acméa le remercient. Dieu les envoie au néant. Ce lieu étant, je cite, un endroit paisible, où tout est un, où la ligne entre tout et rien est floue. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là, mais ce n'est pas le cas. Et ce qui arrive par la suite, dans une espèce d'épilogue, je ne peux vous le conter. Déjà, car si vous ne l'avez pas lu, c'est bien la partie de l'œuvre que je ne veux vous gâcher par le fait de raconter. Ensuite, je pourrais doubler la durée de cette vidéo, rien que sur ces derniers chapitres, sur cet épilogue. Bon, maintenant que je vous ai raconté tout ça, c'est quoi le véritable génie dans Hoseki no Kuni? Qu'est-ce que ça vous importe? Pourquoi est-ce que je vous ai raconté tout ça? À mon sens, la réponse est très simple. La réponse, c'est l'évolution même du personnage de Phos. Tout ce que je vous ai conté, c'est à prendre vous-même comme une évolution philosophique. Je vous l'ai dit au début, Hoseki no Kuni est un conte philosophique illustré. C'est ça qui est à retenir, c'est ça le plus important. On nous donne un humain divisé en trois pour mieux l'étudier, pour mieux comprendre sa complexité. Le fait que l'être humain ne soit pas unique dans sa façon d'être, que l'être humain est un être entièrement complexe, entièrement difficile à définir. Et c'est pour cela que Phos devient précisément humain à la fin de l'œuvre. C'est pour ça que c'est lui le personnage principal. C'est pour ça aussi
qu'il est le seul capable de prier. Vajra était censé prier, mais il n'a pas pu le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas humain. Les Séléniens ne peuvent pas prier pour eux-mêmes alors qu'ils sont l'âme des humains. Ils ne sont pas entièrement humains, ils ne représentent que l'âme. Le moi, la conscience, l'être, est donc à la fois physique, dans les os, dans la chair. Il est aussi mental, dans l'âme. C'est là toute la pensée de Haruko Ichikawa. C'est ça qu'elle nous donne. Maintenant, à vous de décider si vous êtes d'accord avec elle. À vous de décider si vous pensez que la vie, que l'humain, que la conscience sont autres, qu'ils ne sont pas définissables comme cela. En attendant, voilà la thèse qu'elle nous donne. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller lire cette œuvre, car ma présentation n'aura pas suffi peut-être, ou la relire bien sûr si vous l'avez déjà lue. Et revenez me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé mon analyse, ma description de cette œuvre, car c'est principalement une description plus qu'une analyse. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous aime.